Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Raphaël Steinville et Alexandre Malafaille pour commenter l'actualité. Jamais, je pense, on a entendu autant François Bayrou, autant il a pris la parole. Tout à l'heure, devant le ministère des Armées, alors qu'il y a eu cette réunion à laquelle Thomas Gassiou faisait référence à l'instant. On l'a vu s'échapper, prendre la parole devant les micros. Sébastien Lecornu l'attendait. Et pas grand-chose dans cette déclaration. Alors, est-ce qu'il en a dit plus à Global Industries, le salon auquel il était tout à l'heure? Écoutons le Premier ministre. Si on croit, comme nous croyons, que le monde doit être organisé selon une loi juste, et pas la loi du fort qui impose au plus faible sa volonté, mais une loi de justice, eh bien il faut que soient assis autour de la table les principaux intéressés, ceux dont tant d'enfants sont morts dans cette guerre. Ce qui est en cause aussi, c'est la sécurité de l'Europe tout entière. Donc il faut que les Européens soient eux aussi dans ces discussions-là. Pardon pour le bruit, mais effectivement, il n'était pas seul, François Bayrou, à ce salon Global Industries. Qu'est-ce qu'on peut en penser, Raphaël Steinville, de ces déclarations du Premier ministre? On a l'impression que le Premier ministre ne voit pas ce qui pourtant se déroule ou s'est déroulé sous ses yeux voici quelques jours. Il a beau dire que les Ukrainiens ne sont pas assis à la table de négociation, c'est précisément ce qui s'est passé entre le représentant de Donald Trump et Volodymyr Zelensky en Arabie Saoudite, et jusqu'au point que les Ukrainiens ont consenti à accepter les conditions d'un cessez-le-feu. Donc on commente, on s'offusque, on se drape dans des positions, je pense, très moralisatrices. Pour autant, l'histoire, elle s'écrit, mais elle s'écrit sans nous. Et Raphaël Steinville, même analyse du sujet? Moi, je crois qu'il faut attendre que, si je peux dire, les accords soient passés, si accord il y a, entre les Américains, là, vous avez les Zelensky Russes. qui dénonce les manipulations, je mets entre guillemets, de Poutine. On verra. Ce qui est vrai, c'est que s'il y a accord, la poussière va retomber. C'est-à-dire que globalement, assez vite, le sujet de la menace à nos portes va s'apaiser. On va retrouver nos logiques de vie politicienne bien classiques et malheureusement, on prendra beaucoup moins au sérieux la menace parce que on n'a pas les moyens de vraiment. Mais attendez, ça veut dire que du coup, à votre avis, encore une fois, ça ne tient qu'à vous, Alexandre Malafaille, ça veut dire que toutes les négociations, l'appel à la patrie, le réarmement de l'Europe, le fait qu'il faille construire une Europe de la défense, tout ça, ça va retomber, comme vous dites. C'est très bien cette image de la poussière, en effet, qui retombe. Je crois qu'il y a eu quelques ruptures au début du XXIe siècle. Ce qui vient de se passer avec Donald Trump en est une. C'est-à-dire que tout d'un coup, de dire on va remettre en cause l'OTAN, l'article 5, la garantie d'accompagnement, l'alliance, etc., ça va laisser des traces, au même titre que la guerre en Irak a laissé des traces, au même titre que l'intervention française en Libye a laissé des traces. L'impact mondial est fort. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, la réalité, elle est ce qu'elle est. D'accord ? On est aujourd'hui en France à 3 300 milliards d'euros de dette. On va finir à 4 000 milliards, quoi qu'on le veuille, en 2030. Ouais. Ça va coûter 100 milliards par an d'intérêt de la dette. Voilà, avec un budget de 450, donc 150 qu'on emprunte. Donc je ne sais pas comment on fait pour aller vraiment à ce niveau-là d'intensité d'une construction d'une base européenne de défense capable de se passer des Américains. Alors si les Américains nous lâchent, on va devoir le trouver, cet argent, et trouver ses moyens. Alors ce qui me frappe, la seule chose qui me frappe aujourd'hui dans le débat politique ou le débat public, quand on y assiste un peu et qu'on se donne la peine d'écouter, c'est ce que disent les militaires. Les militaires font les bons diagnostics, ils posent les bonnes questions, ils proposent les bonnes solutions. Voilà, sauf que derrière, la mécanique est complètement bloquée par, alors si on va dans le détail, le manque d'argent, mais à la limite, il y a des solutions qu'on peut malgré tout trouver, bloquée parce que les procédures, le code des marchés publics, parce que les normes environnementales, parce que les investissements dans le monde de la défense, parce qu'après, effectivement, on peut pas jouer simplement national, il faut jouer européen. Et la réindustrialisation du continent, quelque chose qui nécessitera une vraie coordination. Les seuls qui tirent bien leur épingle d'aujourd'hui sont les Polonais. Pourquoi ? Parce que les Polonais, ils ont fait des deals avec les Coréens, ils ont fait des deals avec MBDA, et eux, par contre, ils réussissent à avoir quoi ? Ils réussissent à avoir des constructions sur leur territoire, et ils vont très vite. En 2 ans, ils font une usine. Avant qu'on fasse une usine en France en 2 ans, on peut toujours courir. Parce qu'il y a des normes
qui sont Parce en qu'il y a France un et qui paquet n'existent énorme de pas. procédures, les en Pologne, Yazan. quand il y a une procédure d'urgence. Je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen qui était chez nous à Europe 1 et sur CNews ce matin à 8h10 avec Sonia Mabrouk. Pour l'instant, la Russie n'a pas annoncé qu'il attaquait la France. Les chars russes ne sont pas sur les Champs-Élysées. Oui, mais si on écoute Emmanuel Macron, on pourrait le croire que ça va arriver. Vous pensez véritablement? Moi, ce que je trouve étonnant, madame, c'est que j'ai entendu Emmanuel Macron 20h, j'avais le sentiment qu'il allait déclarer la guerre. C'était un discours qui était un discours guerrier. Au même moment où il semblait que la paix pouvait trouver un chemin. Et plutôt que d'accompagner ce chemin, Emmanuel Macron nous expliquait qu'il fallait préparer une guerre quasiment imminente. Alors, on entend ça ce matin. Jordan Bardella, en ce moment, est interrogé par le camarade Darius Rochebin sur LCI. Il dit que la Russie de Poutine est une menace. Donc, quand même, cette menace existe. Et quand on entend Madame Le Pen, on a l'impression qu'elle dit ça menace pas la France, donc ne nous en occupons pas. Il y a quand même d'autres pays dans l'Union européenne, on est solidaires les uns des autres, non, Raphaël Steinville? Non, mais ce qu'il faut comprendre, et je pense que beaucoup arrivent à faire la distinction des choses, c'est que dans l'ordre des menaces, personne ne minimise la menace russe, mais dans la priorité, dans l'ordre des menaces, il faut pouvoir faire la distinction entre cette menace russe et d'autres menaces qui sont peut-être plus existentielles aujourd'hui, comme l'islamisme radical, que c'est ce chiffon rouge que l'on agite pour nous faire finalement oublier un certain nombre de problèmes qui sont sous nos yeux. Il y a l'islamisme, mais je dirais, d'une certaine mesure, pour prolonger la réflexion qu'on avait, que la dette est également une menace existentielle aujourd'hui pour la France. Quand les intérêts de la dette finalement sont supérieurs au budget de la défense, c'est un problème. Quand il est en passe de dépasser celui d'éducation nationale, c'est un problème parce que c'est notre avenir finalement qui est menacé par cette dette. Si je vous entends, Raphaël, vous êtes d'accord avec Marine Le Pen sur le fait qu'il faut faire une gradation des sujets, et c'est-à-dire que 1, menace radicale, de l'islamisme radical, 2, peut-être la Russie, 3, la dette, ou d'abord la dette et ensuite la Russie. Mais pourquoi faites-vous cette gradation alors qu'en réalité tous les problèmes sont selon d'autres observateurs, à égalité, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pars du... Il n'y a pas de podium. Je pars du postulat qu'on n'est pas obligé de prendre pour argent comptant le narratif construit, élaboré par l'Élysée, qui repose sur des choses qui sont tangibles, qui sont plus ou moins effectives, mais qui concourent finalement d'abord à essayer de sortir de la nasse un président qui aura échoué lors de son premier quinquennat et maintenant depuis presque 3 ans à relancer la France. C'est-à-dire que tous ces grands sujets, à commencer par la menace russe, ce sont d'abord, si on l'analyse de manière froide, ce sont d'abord des sujets qui permettent d'évacuer tous les échecs de notre président. Vous voulez dire que c'est une fuite en avant, c'est-à-dire on met sous le tapis tous les autres problèmes parce qu'il y a tout d'un coup, prétendument, la guerre à nos portes, c'est ça? Et quand demain, je l'espère de tout cœur, il y aura soit un cessez-le-feu, soit une paix durable qui aura été signée, je suis persuadé que Emmanuel Macron sera demain le président du déni, qu'il s'enferrera toujours dans la même construction. Et d'une certaine manière, ça marche. Regardez à quel point aujourd'hui les Français ont été secoués par les déclarations du président au point qu'ils progressent dans les sondages d'opinion. Il y a une vraie efficacité lorsque l'essentiel de la presse et notamment de la PQR fait sa une au lendemain de son allocution mercredi dernier sur cette mobilisation nécessaire, c'est qu'il y a une efficacité, il y a une efficacité de ce discours, de ce narratif qui imprime dans l'opinion. Monsieur Malafaye, qu'en pense-t-il? J'en pense qu'en fait, il y a malgré tout une fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec la Russie, avec la guerre en Ukraine, nous montre que on était à côté du sujet, à côté de la capacité pour réagir et qu'on en prend conscience. Donc ça, c'est plutôt quelque part une espèce de déniaiserie utile. La guerre a commencé en 2022 quand même. Elle a commencé en 2014. Oui. Si on remonte un peu dans même le en 2004, temps. Si on peut refaire toute l'histoire, toute la séquence. Je veux dire par là, c'est que c'est vrai que si l'Europe avait été plus forte et si elle avait été peut-être un peu moins, j'allais dire bête sur certaines de ses options
politique, on aurait peut-être pu éviter pas mal de choses. Maintenant, Vladimir Poutine avait certainement des velléités quand même de garder l'Ukraine dans son giron, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu accepter et que les Ukrainiens de l'Ouest n'ont pas voulu accepter, et la situation, on la connaît. Maintenant, il faut en tirer quelques leçons. Et là où, au lieu d'agiter, si je puis dire, des menaces de guerre qui sont à court terme totalement stériles, les Russes sont a priori fatigués par cette guerre, les Ukrainiens sont épuisés, et nous, on n'a pas les moyens de faire davantage que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il faut profiter de la séquence en revanche pour réfléchir à un sujet majeur qui est en effet ce qu'on appelle l'architecture de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire demain et après-demain à froid, en se parlant entre Européens, entre armées européennes, avec les moyens qui sont les nôtres, parce que malgré tout il y a des solutions. C'est pas bon, même s'il y a un problème de dette, il y a des solutions, il y a toujours moyen de faire. Il y a des industriels qui ont des idées dans tous les sens. Il y a des capacités à trouver des moyens, il y a des capacités à mettre en organisation des filières qui peuvent nous aider pour préparer l'avenir. Et puis au-delà de ça, quel est le cadre politique, quel est le cadre militaire dans lequel on peut assurer notre avenir? Ça, c'est extrêmement intéressant. Que peut faire la France? Que peut faire la France, y compris avec sa dissuasion nucléaire? Ça, c'est des vrais débats. On devrait parler de ça plutôt que de faire peur aux Français.